ne rentre pas dans des considérations qui pour moi semblent un peu dépassées, euh, à savoir la séparation de la société entre bourgeois et non bourgeois, par exemple. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça aujourd'hui, en 2023. Je pense. Dans le socialisme, on explique qu'il y a une conflictualité dialectique dans l'histoire qui anime l'histoire. Alors le serf contre le seigneur, l'esclave contre le maître, le bourgeois contre le prolétaire. En quelque sorte, cette phrase s'adresse à ceux qui se réfèrent à cette forme de la conflictualité par des classes sociales. La nouveauté théorique que j'introduis, c'est de dire il y a un nouvel acteur et il s'appelle le peuple. Malheureusement, Que pensez-vous de ce discours qui veut placer les rapports de classe des bourgeois et des prolétaires comme datés et plus pertinents? Nous, à Frustration, évidemment, on pense et on argumente vraiment en faveur de l'inverse. C'est-à-dire qu'on pense que, justement, il est encore plus pertinent aujourd'hui de parler des bourgeois et de parler de lutte des classes que ça ne l'était à l'époque de Marx. Parce que j'ai vu qu'un des arguments d'Émeric Caron, c'est de dire, finalement, c'est très daté comme conceptualisation de la société. Et donc, quelque part, il est temps de passer à autre chose. Mais en fait, au moment où Marx a théorisé ça, et il n'a pas été le seul, hein, Marx il se situe dans une tradition, l'opposition bourgeois-prolétaire, finalement, elle était assez minoritaire dans la société. La majorité des gens étaient paysans, en tout cas dans les pays européens. L'ensemble du globe n'était pas sous régime capitaliste, c'était une toute autre époque. Or, maintenant, la lutte des classes entre ceux qui n'ont que leur force de travail et ceux qui possèdent des capitaux, elle s'est étendue à l'ensemble de la planète via la colonisation, puis à ce qu'on appelle pudiquement la mondialisation, qui est une autre forme de colonisation. Et puis, d'une façon générale, il y a beaucoup plus de gens qui sont salariés en proportion de la population que ce n'était le cas au 19e siècle. Donc en fait, ce clivage, il est encore plus vrai qu'il ne l'était à l'époque. Et finalement, j'entends l'argument d'Émeric Caron qui dit on a atteint des niveaux de fortune tels qu'on ne peut plus vraiment parler de bourgeois, mais qu'on parlerait de monarques ou de nouveaux seigneurs. Alors oui, bien sûr, on peut tout à fait comparer ça à la monarchie si on veut, étant donné que ce sont des gens dont on dit souvent qu'ils ont plus de pouvoir que les États. Mais c'était déjà le cas au 19e siècle. Déjà au 19e siècle, on avait des très grandes fortunes qui étaient soupçonnées, à juste titre, d'avoir plus de pouvoir que les États. Et on a toujours eu des États en régime capitaliste qui étaient au service de ces grandes fortunes. Donc c'est pas parce qu'elles sont immenses que ça invalide leur appartenance à la bourgeoisie. La bourgeoisie, ça reste le terme le plus adéquat pour désigner ceux qui possèdent des moyens de production, et parce qu'ils possèdent des moyens de production, ont un mot très significatif à dire sur le fonctionnement de l'économie, et font travailler les autres. En fait, pour moi, on se heurte toujours aux mêmes arguments, mais ça, c'est une discussion que j'ai eue plusieurs fois, que j'ai même déjà eue avec Jean-Luc Mélenchon, et c'est intéressant, mais en gros, on reviendra sur le positionnement de Jean-Luc Mélenchon, qui je pense est plus spécifique. Jean-Luc Mélenchon, je crois qu'il se demande vraiment quels sont les mots à utiliser qui vont être les plus efficaces et le plus parler aux gens. Lui, c'est ça son obsession comme politique, et il a tout à fait raison, c'est comme ça qu'il faut se poser la question. Émeric Caron, lui, il sort deux arguments assez classiques, pour le coup, que j'entends souvent chez les défenseurs de la bourgeoisie eux-mêmes. Je ne fais pas de faux procès, mais disons que ce sont des arguments dans l'air du temps. Premier argument, c'est celui de la complexité, de dire oui, mais c'est plus complexe. Alors ça, l'argument de la complexité, pour moi, c'est vraiment un non-argument. Les sociétés humaines ont toujours été complexes. Il n'y a jamais eu de société simple, il n'y a jamais eu de société binaire. C'est toujours a posteriori qu'on regarde, on regarde dans le rétroviseur et quelque part on simplifie l'histoire de l'humanité. Mais en réalité, au 19e siècle, à l'époque où était conceptualisée la lutte des classes, comme le rappelait Rob Grams, le rédacteur en chef adjoint de Frustration sur Twitter, Marx il théorisait sept catégories, sept classes sociales en réalité. Personne n'a jamais dit il y a que les bourgeois et les prolétaires et c'est ça l'opposition. Personne. Par contre, on a dit c'est une opposition structurante parce que les prolétaires, c'est-à-dire la classe ouvrière, qui est une composante, on va dire, des classes banlieues, est particulièrement révolutionnaire parce que pour le coup, elle a beaucoup à gagner de se libérer de ses chaînes. Et la bourgeoisie est la classe dominante parce que c'est elle qui possède les capitaux. Et jusqu'à preuve du contraire, on vit toujours sous système capitaliste. Et Émeric Caron, il le sait. Enfin, il fait partie d'un mouvement politique qui a une composante anticapitaliste et qui estime que le système nous nuit. Donc, à partir du moment où il y a toujours capitalisme, et j'ai envie de dire où il y a encore plus capitalisme, il est encore plus pertinent de parler de bourgeoisie. Alors après, qu'en est-il des classes dominées? Moi, je suis d'accord pour dire que le terme prolétaire, il est sans doute un peu daté et qu'il est peu signifiant pour plein de gens. Donc nous, par exemple, à Frustration, on dit les classes laborieuses, c'est-à-dire tous les gens qui ont un rapport au travail, pour qui la principale source de revenus vient du travail,
qui ont besoin du travail pour survivre et dont parfois le travail ne paye pas. Nous, on a utilisé ce terme un peu suite au mouvement des Gilets jaunes, qui était un mouvement de gens qui disaient on bosse, mais on s'en sort pas. Et puis à côté de ça, il y a la bourgeoisie. Bon, bah là, longtemps, nous, on a cherché des mots différents en disant c'est un mot daté, trouvons mieux. Mais pour moi, en fait, ça reste le mot qui rappelle toujours ce fait-là, c'est que la bourgeoisie, c'est celle qui possède. Et c'est vraiment sa possession qui fait son statut dominant. Ensuite, qu'elle soit immensément riche, qu'elle contrôle les États, qu'elle ait Twitter, ça change pas dans la logique fondamentale. Les grands mécanismes sont toujours là. Oui, la possession de capitaux vous permet de diriger le travail des autres. Diriger le travail des autres et exploiter vous rend de plus en plus riche de génération en génération. Et de génération en génération, votre mainmise sur les États est toujours plus grande. Ça reste vrai. Après, oui, bien sûr qu'il y a différentes catégories sociales et on n'est pas buté. On voit bien que la main-d'œuvre du capitalisme, elle a changé de forme, de nature, selon les pays, selon la division internationale du travail, et que, par exemple, en France, on a toute une catégorie intermédiaire faite d'employés du secteur dit tertiaire, qui sont des gens qui sont plus des ouvriers qui travaillent à la chaîne, hein, ça n'a échappé à personne, mais pour autant, ce sont bien des travailleurs exploités. Vous allez dans n'importe quel tour d'une boîte du CAC 40, vous avez tout un service comptabilité ou informatique, qui sont des gens dont on peut pas dire que ce sont des petits bourgeois. En fait, certes, ils travaillent devant un ordinateur, certes, ils ne portent plus de charges lourdes, pour autant, ils peuvent subir des nouvelles formes de maltraitance au travail, ils subissent une exploitation, et ils ont du mal à s'en sortir financièrement. Après, bien sûr qu'il y a des catégories intermédiaires, on est tout à fait d'accord avec ça. Par exemple, nous, on parle de la sous-bourgeoisie. La sous-bourgeoisie, c'est toute cette classe intermédiaire au service de la bourgeoisie, qui est composée de gens qui, volontairement ou non, implicitement ou non, contribuent à former un cadre idéologique et organisationnel favorable aux intérêts de la bourgeoisie. C'est les consultants des grands cabinets de conseil McKinsey qui débarquent dans une boîte pour faire des réorganisations. Ce sont les intellectuels, les universitaires qui contribuent à légitimer en permanence l'existence du capitalisme comme étant le seul truc possible. Et ce sont, à bien des égards aussi, les membres de la classe politique qui ne cessent de nous répéter qu'il n'y a pas de lutte des classes. Voilà un petit peu sur l'argument de la complexité. Et puis ensuite, plus spécifiquement adressé à Jean-Luc Mélenchon, moi, ce que je trouve un peu décevant, c'est que quand même, on est beaucoup, pas seulement Frustration Magazine, mais d'autres médias, d'autres intellectuels. D'une façon générale, dans la population, on voit que les idées de lutte des classes ont progressé. On n'est plus en 2010. On a vraiment eu le mouvement des Gilets jaunes qui a été un mouvement de lutte des classes. On a eu le mouvement contre la réforme des retraites qui a été un mouvement de lutte des classes. Partout dans le monde, on a des mouvements de lutte des classes qui sont extrêmement puissants. Je pense actuellement au mouvement de grève dans l'automobile aux États-Unis. C'est vraiment un mouvement de grève on ne peut plus classique. Tout ce qui se passe aux États-Unis actuellement, c'est un mouvement de lutte des classes sous des formes en plus traditionnelles. Bref, tout concourt à montrer que la lutte des classes est finalement ce qui permet de mieux décrire le réel. Et moi, j'ai tendance à penser, même politiquement, que mieux vaut décrire le réel tel qu'il est avec les mots du réel qu'essayer d'inventer d'autres mots dont on s'imagine qu'ils parleraient plus aux gens. Et moi, je suis pas convaincu que le terme oligarchie, par exemple, parle plus aux gens que le terme bourgeoisie. Je pense que le terme oligarchie, on lui fait un peu dire ce qu'on veut. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que l'extrême droite peut l'employer aussi. Là encore, je fais pas de faux procès. Je sais très bien quelle est la cohérence de Mélenchon là-dessus. Je fais pas du tout des procès de confusion. Mais je dis juste, c'est dommage de se priver des mots qui ont été utilisés par notre camp social, qu'on rénove, qu'on est plusieurs à tenter de rénover continuellement, qu'on une force, et qu'on essaie actuellement de diffuser dans la société avec un succès certain. Et moi, je pense que revenir à quelque part au rivage rassurant du populisme de gauche, qui pour moi est une notion qui a un petit peu vécu, même si ça a eu son intérêt, notamment dans les années 2012-2017, c'est un peu faire fi de l'évolution de la pensée sociale de tout un pays et d'ailleurs du reste du monde. Donc j'aurais tendance à dire ça, et bien sûr, comme on le fait toujours à Frustration Magazine, le fait qu'on insiste sur la lutte des classes ne veut pas dire qu'on oublie ou qu'on invisibilise les autres clivages, les autres formes de domination qui existent, qui sont tout aussi importantes et tout aussi structurantes dans nos vies. Je pense évidemment à la domination patriarcale, coloniale, raciale, qui évidemment sont des clivages extrêmement importants qu'il faut arriver à travailler en même temps et avoir en tête en même temps. Voilà un petit peu comment je pourrais répondre à ces expressions de rejet des termes de la lutte des classes. Comment définir ce qu'est un bourgeois? Alors, c'est vraiment un travail en cours et actuellement, je suis en train de travailler on est en train de travailler un article vraiment là-dessus
dans le prochain numéro papier de frustration, parce qu'effectivement, faut vraiment être précis. Moi, je pense que le terme bourgeois, effectivement, il a tendance à être utilisé à tort et à travers. Moi, j'irais pas qualifier Émeric Caron de bourgeois. Je connais pas spécialement son patrimoine. Je sais pas s'il est au conseil d'administration de plusieurs entreprises. A priori, je ne crois pas. Donc, pour moi, il correspond pas trop à la définition, qui pour moi est la meilleure définition de la bourgeoisie, c'est-à-dire ceux qui possèdent les moyens de production et qui font travailler les autres. Alors après, en tant que député, il a un statut quand même de petit bourgeois. Cette notion elle est intéressante, c'est-à-dire que c'est un bourgeois en petit, quoi. Il a des collaborateurs parlementaires, il est employeur et il a un lien de subordination avec eux. Donc à la limite, on pourrait dire petit bourgeois, mais qui est un terme qui a d'ailleurs une connotation très négative et morale. Alors pour moi, petite bourgeoisie, ça décrit vraiment une sous-classe qui est composée effectivement de ceux qui possèdent un peu des capitaux, qui ont des liens de subordination avec d'autres, mais qui n'ont pas une forte mainmise sur l'économie. Mais je pense que localement, par exemple, moi, je suis à la campagne, je fréquente plutôt des petites villes, et je vois bien qu'il y a une petite bourgeoisie locale qui fonctionne comme la bourgeoisie nationale, mais en plus petit, qui est composée effectivement des professions libérales, donc des médecins, des avocats, des notaires, des assureurs, et tout ce beau monde a une organisation qui est en plus petit semblable à celle de la bourgeoisie au niveau national, c'est-à-dire qu'ils ont des clubs où ils se retrouvent, le Rotary, le Lions Club, tous ces petits clubs, ils font des choses ensemble, ils ont une vie locale et politiquement, ils ont une influence très forte sur la vie politique locale. Donc ça, pour moi, c'est la petite bourgeoisie, c'est vraiment les petits propriétaires. Et je pense que la classe des petits propriétaires en France, elle est effectivement importante et politiquement, elle est très bien représentée d'ailleurs. On va dire que la petite bourgeoisie va avoir plutôt tendance à truster les partis de droite. Et à côté de ça, nous, à Frustration, l'hypothèse qu'on fait, c'est qu'il existe donc la sous-bourgeoisie, qui eux ne sont pas nécessairement des propriétaires, ils vont plutôt être les cadres supérieurs, les intellectuels, on va dire, qui ont pignon sur rue, les universitaires statutaires, bien installés, qui eux ne sont pas forcément des petits propriétaires, mais qui, de par leur fonction et du prestige associé à leur rôle, ont, on va dire, un rôle plus idéologique et plus organisationnel. Si on pense au cadre supérieur des grandes entreprises, je pense au DRH, aux directeurs financiers, qui constituent cette strate intermédiaire de gens qui sont très intéressés par la réussite de l'entreprise, qui souvent peuvent être intéressés par des stock options ou par des primes, mais qui pour autant ne font pas partie du conseil d'administration de l'entreprise qui lui comprend les vrais bourgeois. Donc voilà, pour moi, il y a cette tripartition, la bourgeoisie au sommet qui est réellement celle qui possède l'économie capitaliste, la petite bourgeoisie qui tente de l'imiter et qui est très fidèle idéologiquement, et puis la sous-bourgeoisie qui est à son service. Voilà. Moi, je pense qu'on peut commencer comme ça, mais après, bien sûr, c'est des travaux à faire et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette discussion. C'est que moi, je prétends pas avoir la réponse ultime, mais à Frustration, nous, on est un mini-organisme de recherche en la matière. Et plein d'autres gens font ce travail-là et essaient de décrypter les choses. Mais c'est pour ça que je dirais, continuons à faire ce travail-là, retenons les critiques d'Émeric Caron, et plutôt que de faire comme lui, de dire attention, c'est trop complexe, donc on va pas utiliser ces termes-là. Non, utilisons-les à leur juste titre et poursuivons nos recherches pour comprendre dans quelle société on est, pour mieux la critiquer et du coup la défaire. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut faire.